Tout de suite, le JT. Il fait 37 degrés Celsius à N'Djamena avec un ciel dégagé, faisant donc un très beau temps. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant pour le 13h de la chaîne citoyenne. À vous, auditrices et auditeurs, je suis Minga Majiberam Christiane pour vous servir. Politique à l'entente de cette édition d'information, le comité de pilotage et de coordination du projet d'appui au renforcement du système d'information policière au Tchad a tenu sa troisième réunion ordinaire hier 3 juillet 2025 ici même à N'Djamena. C'est donc une véritable session d'évaluation du processus de modernisation de l'architecture sécuritaire nationale. C'est ce que nous dit Fulbert Romanan qui était de la partie. À moins de 6 mois de son achèvement, le projet SIPT entendé, Système d'information policière au Tchad, soutenu par l'Union européenne, se trouve à l'étape charnière de sa troisième année de mise en valeur. L'objectif de cette rencontre est d'établir un état de lieu rigoureux des activités accomplies, d'identifier les obstacles rencontrés et de formuler des recommandations concrètes pour accélérer l'exécution des actions restantes. Loin d'être un simple outil technique, le SIPT s'annonce comme une pièce maîtresse dans l'appareil sécuritaire du Tchad. Il permettra à terme de centraliser les antécédents judiciaires et de fournir au service d'enquête des données fiables, facilitant ainsi la traque des personnes recherchées et la prévention des infractions. Présente à cette réunion, la représentante de l'Union européenne a réaffirmé l'engagement de son institution à accompagner le projet à sa finalisation dans le délai imparti. Pour elle, le système d'information policière est un moyen d'assurer une meilleure traçabilité des délits, une coopération policière efficace et surtout un état de droit au service de tous les citoyens. Prenant la parole au nom du ministère de la Sécurité publique et de l'immigration, le représentant du ministre, le contrôleur général de police, Souleymane Abdoulaye Tayer, directeur de la coopération et de la programmation du dit ministère, a salué les efforts conjoints de partenaires techniques et financiers tout en soulignant l'importance de l'appropriation nationale. Le site occupera une place importante dans l'architecture de l'appareil sécuritaire du Tchad puisqu'il permettra de fournir immédiatement au service d'enquête le renseignement utile sur les antécédents judiciaires de toute personne poursuivie, mais aussi de retrouver des personnes recherchées, des armes, des véhicules et d'autres objets d'intérêt pour les enquêtes. À travers des renseignements statistiques sur le niveau de criminalité, le site permettra par ailleurs aux autorités compétentes de prendre des mesures appropriées. Je reste persuadé que ce projet financé par l'Union européenne répondra aux défis sécuritaires auxquels notre pays fait face et à la profonde desperation de nos peuples à la tranquillité. Le SIPT n'est pas seulement un projet, mais c'est un instrument de souveraineté. En dotant ce système sécuritaire d'une base de données robuste, interopérable et conforme aux standards internationaux, c'est poser le fondement d'une police plus efficace, plus réactive et plus crédible. Cette troisième rencontre du comité pilotage des SIPT confirme que le Tchad avance résolument vers une gouvernance sécuritaire plus structurée, moderne et respectueuse des droits fondamentaux. L'État entend renforcer la confiance entre les citoyens et les forces de l'ordre tout en s'inscrivant pleinement dans les standards internationaux en matière de sécurité publique. Et puis, dans une série de décrets publiés sur le site du secrétariat général du gouvernement, dans la nuit du 2 juillet 2025, des préfets et sous-préfets ont été nommés dans presque toutes les provinces du Tchad. Ces changements à la tête des départements et sous-préfectures sont-ils une réponse à l'appel sans cesse des Tchadiens de voir l'administration publique gérée par les énarques et des cadres compétents? Miss Tanga Victor Inepidimbaïdiana nous en parle. C'est un véritable tsunami qui a secoué l'administration publique depuis ce 2 juillet 2025. Dans une série de décrets publiés sur le site du SCG, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation a procédé à une vague de nominations des préfets et sous-préfets dans les différentes unités administratives du pays. Ces nominations, d'après certains observateurs, sont intervenues pour régler l'épineuse question de la défaillance observée ça et là dans les préfectures et sous-préfectures du pays et qui suscite des indignations au sein de l'opinion.
nomination. D'autres indiquent que c'est pour la première fois que depuis plus de 3 décennies, une nomination a concerné en grande partie des cadres formés à l'ENA ou ceux ayant fait leurs preuves au sein du ministère de l'administration du a rendu public le décret fixant la rémunération mensuelle de ces nouveaux promus. Au terme de ce décret, les secrétaires généraux des provinces auront un salaire mensuel forfaitaire brut de 400 000 francs CFA et une indemnité de responsabilité de 200 000 francs CFA. Les préfets, quant à eux, percevront un salaire mensuel forfaitaire brut de 350 000 francs et une indemnité de responsabilité de 150 000 francs CFA. Les secrétaires généraux des départements gagneront respectivement un salaire mensuel forfaitaire brut de 250 000 francs et une indemnité de responsabilité de 150 000 francs CFA. Les sous-préfets bouclent la boucle avec un salaire mensuel forfaitaire brut de 200 000 francs CFA et une indemnité de responsabilité mensuelle de 125 000 francs CFA. Cet assainissement opéré au sein des unités administratives avec toutes les réformes qui l'accompagnent, on osera croire que les irrégularités tant décriées et la sempiternelle question des conflits intercommunautaires seront désormais des lointains souvenirs. En société, nombreux sont les jeunes qui s'adonnent aux activités génératrices de revenus en ces temps de vacances. Ces agères sont leurs activités favorites. Pendant ce temps, d'autres préfèrent plutôt mettre à profit ces temps pour se reposer. Bainadi Nicolas s'est intéressé donc à ces derniers et voici quelques-unes des causes principales qui empêchent les jeunes dans l'exploitation des activités génératrices de revenus. Beaucoup de jeunes ne voient pas encore l'importance d'investir leur temps libre dans une activité rentable. Pour eux, les vacances sont d'abord synonymes de repos, manger, boire, loisirs ou détente. Certains manquent aussi d'ambition ou de modèles inspirants pour les inciter à agir, s'impliquer dans les activités génératrices de revenus. Les activités génératrices de revenus exigent souvent un minimum de volonté. Cette volonté peut conduire à se lancer dans le commerce, l'agriculture et bien d'autres domaines rentables. Si les jeunes n'ont pas été formés ou initiés à ces compétences, ils peuvent se sentir incapables de se lancer dans la vie active. Même les idées les plus simples demandent parfois un petit investissement de départ. Or, de nombreux jeunes n'ont pas accès à des financements, ni même à de petits prêts. Et les parents, quelquefois, avec plusieurs charges, n'arrivent pas à soutenir ce genre d'initiative. Dans certains milieux, travailler pendant les vacances est mal vu ou perçu comme un signe de pauvreté. Le regard moqueur de certains jeunes peut dissuader ceux qui ont envie de se lancer dans les activités génératrices de revenus. Les jeunes peuvent aussi sous-estimer certaines activités, les voyant comme petits métiers ou réservés aux moins instruits. Ce manque de reconnaissance sociale peut freiner leur implication. Le temps libre est souvent absorbé par les écrans, les réseaux sociaux ou s'adonne à des lieux de prédilection. Ces distractions numériques peuvent occuper assez de temps inutile et d'énergie mentale, réduisant l'intérêt pour des activités productives. Il est important de sensibiliser les jeunes des collèges, lycées sur les opportunités des activités génératrices de revenus. Le système éducatif devrait former et encadrer à travers le programme scolaire de vacances utiles, encourager les projets collectifs, valoriser l'entrepreneuriat des jeunes par des concours ou des bourses, impliquer les parents et les communautés pour créer un environnement favorable. Et puis toujours en société, le centre de santé Geldanga de la Voie Sainte contre le sida et autres maladies a animé une conférence de presse hier à son siège au quartier Walia dans la commune du 9e arrondissement. L'objectif est de dénoncer le refus de la mise en disposition de ces produits afin de guérir le sida et autres maladies et en même temps s'adresser aux autorités, plus précisément au président de la République et au Premier ministre, ainsi qu'à l'ordre des médecins du Tchad d'accepter sa demande. Un extrait de sa communication sélectionné et proposé par Koini Tondiak Jeannette. À partir d'aujourd'hui, en vérité, je demande à l'État tchadien et personnellement ma demande s'adresse au président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, au Premier ministre Alemaï, tout son gouvernement et l'ordre des médecins du Tchad de m'accorder 2 jours que je puisse donner des soins gratuits aux malades qui sont à l'hôpital central de N'Djamena
Au vu de tout le monde, si les malades ne sont pas soulagés, vous pouvez faire de moi ce que vous voulez. En plus de 2 jours de soins à l'hôpital central, où je demande à avoir 100 malades de sida et les soigner pendant 6 mois, si l'un des malades ne serait pas guéri, et si vous n'arrivez pas à satisfaire mes demandes, je vais replacer mes plaques d'orientation au bord des rues. Aujourd'hui, on parle partout du bienfait de Moringa. C'est une plante qui est très riche parce que les effets positifs de ces Moringa est donc démontré. C'est très riche en protéines, c'est très riche aussi en calcium. Et donc, c'est un arbre qui a trop de vertus, même sur les fruits, même l'écorce. Et donc, c'est vraiment valorisé de pouvoir consommer parce que ça facilite vraiment tout ce qui peut constituer comme des carences en micronutriments chez les patients. Et le plus souvent, chez les patients qui ont donc des carences en certains micronutriments. Le nutritionniste conseille la population à la consommation de feuilles de moringa car celle-ci regorge une quantité suffisante des micronutriments. Il s'explique en ce terme. Les feuilles de moringa à elles seules contiennent plusieurs micronutriments qui peuvent vraiment corriger les carences chez les personnes. Et souvent, c'est conseillé de manger le moringa à l'âge adulte ou encore les enfants sont également trop exposés. Il faudrait vraiment favoriser la consommation de moringa chez ces patients. Tout le monde peut consommer le moringa, mais les valeurs nutritives de moringa, pour les enfants, il faut favoriser cela. Les personnes âgées aussi, ça peut vraiment les aider à corriger les carences en micro et macronutriments. Pour une alimentation saine et équilibrée, le moringa est une plante qui nécessite son intégration dans le régime alimentaire car il est doté de nutriments et de protéines qui facilitent la digestion. Et puis dans le reste de l'actualité, après avoir dénoncé devant la justice administrative le non-respect des statuts du parti présidentiel par ses propres instances dirigeantes, l'élu municipal camerounais Léon Taylor Onana a annoncé le 2 juillet dernier vouloir être candidat à la présidentielle d'octobre. Il affirme vouloir porter les couleurs du RDPC à la place du président Paul Biya. Masdene et Josiane nous en parlent avec le récit de Roseline Dikourbois. Au pouvoir depuis 43 ans au Cameroun et qui, selon lui, n'a ni la légitimité ni la capacité à 93 ans de briguer un 8e mandat pour le compte du parti. C'est de la raison, commente Benoît Ndong-Soumoué, ministre chargé des missions à la présidence du Cameroun. Pour ce membre du comité central du RDPC, la démarche de Léon Taylor Onana ne mérite pas d'occuper les esprits des cadres du parti en pleine préparation de la campagne. Vous voulez que je vous dise exactement comment c'est perçu? Nous avons l'article 27 alinéa 3 des statuts du RDPC qui dit très clairement que le président national est le candidat du parti à l'élection présidentielle. Alors, comment peut-il être un candidat? Comment ça va se passer? Léon Taylor Onana rappelle que sans congrès depuis 2011, le RDPC n'a plus ni président ni comité central. Il assure que la base militante du RDPC le soutient et ne se dit pas surpris que sa démarche fasse rire des cadres du parti. Depuis l'élection de 2018, le chef de l'État n'a tenu aucun conseil ministériel, donc ce qui rit, ce sont ceux qui tirent justement les ficelles du jeu. Il est temps aujourd'hui que les aînés qui gouvernent notre pays comprennent que la jeune génération à laquelle j'appartiens ne laissera plus passer un certain nombre de bévues. Sans congé annoncé du RDPC et à quelques jours de la convocation du corps électoral, Léon Taylor Onana ne dit pas clairement comment sa démarche pourrait aboutir. Depuis jeudi, il a initié une autre démarche en justice pour faire annuler les dernières décisions du bureau politique du parti.
Et pendant ce temps, l'administration Trump a donc annoncé officiellement la suspension de l'Agence américaine d'aide au développement international USAID ce 2 juillet 2025. Cette nouvelle plonge le monde entier dans une posture de vulnérabilité chronique. Plusieurs secteurs sociaux sont donc troublés à cet effet immédiat. C'est ce que nous dit Moléan Launay Evelyne. La journée du mardi 1er juillet 2025 marque officiellement la cessation d'activité de l'Agence américaine d'aide au développement international USAID. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio explique que c'est une nouvelle ère de partenariat mondial. Selon une note du département d'État américain rendue, c'est désormais le département d'État qui dirigera le programme d'aide étrangère avec comme priorité l'intérêt national des États-Unis, America First. L'examen approfondi mené par l'administration Trump sur des milliers de programmes et plus de 715 milliards USD de dépenses corrigées de l'inflation au fil des décennies a révélé que l'Agence américaine pour le développement international, USAID, était bien en deçà de cette norme. L'USAID apporte une assistance humanitaire considérable, plusieurs décennies et d'un budget quasi illimité des contribuables pour accroître l'influence américaine, promouvoir le développement économique dans le monde entier et permettre à des milliards de personnes de voler de leurs propres ailes. Les pays d'Afrique subsaharienne n'ont voté avec les États-Unis que dans 29% des cas sur des résolutions essentielles à l'ONU, malgré des dépenses de 165 milliards USD depuis 1991. Il s'agit du taux le plus bas au monde. Sur la même période, plus de 89 milliards USD investis au Moyen-Orient et en Afrique du Nord ont valu aux États-Unis une cote de popularité inférieure à celle de la Chine dans tous les pays, à l'exception du Maroc. Les 9,3 milliards USD dépensés par l'agence à Gaza et en Cisjordanie depuis 1991, dont des bénéficiaires incluaient des alliés du Hamas, ont suscité des griefs plutôt que la gratitude envers les États-Unis, illustre le département d'État américain dans sa note d'information. Alors que la violence a augmenté dans l'est de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi trouve que cette interruption soudaine des ressources extérieures compromet sérieusement la continuité des services publics essentiels, notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'assainissement ainsi que de l'agriculture. Et c'est tout pour le 13h de ce 4 juillet 2025. Merci à vous de l'avoir suivi.